Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, pour les WeSeeders, entre autres, que je remercie pour leur soutien, encore et encore, je crois que je ne les remercierai jamais trop assez. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de piles à combustible et d'économie circulaire. Donc vous savez que c'est quelque chose à laquelle nous attachons beaucoup d'importance et je vais vous expliquer un peu en détail ce que nous voulons dire par économie circulaire. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre des objets, pour exemple. Alors, la notion de bilan carbone ou de bilan d'équivalent carbone, c'est-à-dire de gaz à effet de serre, pour un produit, elle dépend de trois choses, principalement. La quantité de matière que l'on utilise, initialement pour fabriquer l'objet, et puis la nature de ces matériaux, la longévité commerciale de l'objet, combien de temps on va l'utiliser, ou combien d'heures de fonctionnement, ou combien d'années. Et puis, en fin de vie, la quantité de matériaux que l'on sait récupérer pour réinjecter dans le cycle de production. Combien de matière, quel pourcentage de matière de l'objet on est capable de réutiliser pour fabriquer un objet neuf, par exemple. Donc vous savez qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles travaillent sur ces sujets-là, notamment la recyclabilité, et beaucoup d'entre eux indiquent le taux de recyclabilité de leur véhicule. Est-ce qu'on peut, pour une voiture X, est-ce qu'on peut réutiliser 20%, 30%, 50% ou plus? Et c'est quelque chose qui est important pour l'environnement et pour le développement durable. Alors nous essayons d'aller un peu plus loin que ça et d'être meilleurs. Voilà l'exemple. Hop là, ça c'est le module qui est dans le vélo le modèle 2019. Donc ce module, il intègre une pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. Il intègre de l'électronique, que l'on voit très bien ici, donc une carte électronique qui sert au contrôle-commande et aussi à gérer la puissance électrique. Et puis une batterie. Cette batterie tampon, elle est invisible pour l'usager, puisqu'elle est rechargée par la pile à combustible et elle est entièrement gérée de manière automatique par la carte électronique. À quoi sert cette batterie tampon? Elle sert à fournir les pics de puissance. Une pile à combustible, c'est relativement lent à monter en puissance, c'est lié à la cinétique des gaz. La pile, elle transforme de l'oxygène et de l'hydrogène en électricité et on ne peut pas pousser instantanément ces gaz au niveau des électrodes. Il y a une cinétique, une inertie. Et cette inertie implique que la pile met plusieurs secondes pour atteindre sa pleine puissance. Or, quand vous êtes sur un vélo électrique ou dans une voiture électrique ou quelle que soit l'application ou le véhicule, quand vous avez un appel de puissance, vous voulez une réponse instantanée à cette puissance. C'est à ça que sert cette batterie. Elle a une cinétique électrochimique beaucoup plus rapide et donc elle délivre la puissance quasi instantanément. Et pendant la phase de transition d'appel de puissance, elle va suppléer à la pile à combustible le temps que la pile elle monte en charge. Et cette batterie, d'ailleurs, on va en parler parce qu'elle nous embête un peu et on est en train de la remplacer par autre chose sur le prochain modèle de vélo. Alors finalement, ça, c'est la partie de conversion d'hydrogène en électricité. Après ça, il se trouve le moteur électrique du vélo, en l'occurrence. Et puis, il y a un autre composant, c'est celui-là, c'est le réservoir d'hydrogène. Alors ce réservoir d'hydrogène, il est composé de plusieurs choses. Un corps, un cylindre, qui pour notre cas est en matériaux composites, et puis un équipement mécanique qui sert à gérer la pression, et puis il y a tout un tas de systèmes de sécurité dessus pour que ce soit un élément très fiable et très sûr à utiliser. Alors, la question qu'on va se poser, c'est aujourd'hui, nous, avec nos piles à combustible, on va sur des marchés où les applications sont déjà électriques, généralement. Dans 90% des cas, on va s'adresser à des applications déjà électrifiées, que ce soit un vélo, que ce soit un scooter, que ce soit n'importe quelle autre application. On va essayer d'être mieux disant par rapport aux batteries, puisque finalement, la compétition pour nous se fait principalement aux batteries, et dans la grande majorité, les batteries lithium. On va essayer d'être mieux disant sur les trois aspects, que sont la quantité de matériaux que l'on utilise au début pour produire nos technologies, la longévité de ces technologies et la quantité de matériaux qu'on sait récupérer en fin de vie de ces objets. Alors si on prend l'exemple de ce réservoir, par exemple, là, voilà,
lui, il a l'avantage d'avoir une longévité qui est particulièrement grande. Il y a un problème de recyclage sur ces matériaux aujourd'hui, c'est de la fibre de carbone, de la fibre de verre et de la résine époxy. Donc ça peut se recycler, mais c'est assez compliqué. Et donc comme c'est compliqué à recycler, on va essayer de lui donner la longévité la plus importante possible. Et en l'occurrence, les réservoirs que nous utilisons n'ont pas de limite de durée de vie. Ce sont des réservoirs dits NLL, Non-Limited Life, et ils n'ont physiquement pas de limite de durée de vie. Comme tout réservoir de gaz sous pression, ils doivent être testés périodiquement. Ils doivent être inspectés pour vérifier qu'ils sont conformes et qu'ils sont en bon état. Et on a un fournisseur qui préconise une inspection tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, on doit faire une inspection visuelle de cet objet. Et si elle est bonne, si les résultats sont bons, eh bien, ça repart pour 5 ans. Et ces réservoirs-là, eh bien, ils ont un peu plus de matière que les autres. Ils ont une configuration un peu spécifique qui leur permet de durer 40 ans, 50 ans, 60 ans. En pratique, il n'y a pas de limite de durée de vie. Donc très intéressant, difficile à recycler la fibre de carbone, mais comme on est sur des longévités très grandes, eh bien, ça vient complètement compenser la difficulté de recyclage. Évidemment, on est sur des longévités, quand on parle de plus de 10 ans ou 20 ans, on est sur des longévités qui sont sans commune mesure avec une batterie. C'est très courant d'avoir des longévités de 20 à 30 ans. C'est classique pour ce type de matériel. Nous, on a fait un choix un peu extrême qui est un équipement qui n'a pas de limite de durée de vie. Ensuite, si jamais le réservoir était inspecté et dit « ah ben il est plus conforme », donc dans ce cas-là, il y a un processus quand même, il doit être détruit et reconditionné, enfin la matière doit être récupérée, mais par contre on peut récupérer tout ça. Tout ça c'est de la mécanique et ça peut être récupéré et utilisé sur un autre réservoir. Voilà pour la partie stockage d'hydrogène. Pour la partie pile à combustible, on va rentrer un peu dans le détail, mais c'est très intéressant. Donc la pile à combustible, la batterie, l'électronique. Donc l'électronique, elle a une durée de vie qui est très longue, et on va voir que finalement le principal problème de longévité sur une bonne électronique bien conçue, c'est son obsolescence technologique. C'est-à-dire, est-ce que finalement elle ne va pas être dépassée techniquement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et c'est ça qui signera la fin de vie commerciale de cet objet. Donc l'électronique, il faut bien la penser pour que son obsolescence technologique soit la plus lointaine possible, mais vous allez voir qu'il y a d'autres stratégies pour gérer l'obsolescence technologique. Ensuite, on a la batterie lithium. Donc concrètement, dans nos vélos de modèle 2019, c'est ce qui nous pose le plus de problèmes. D'une part, parce que cette batterie au lithium, c'est l'élément le moins fiable du vélo, très clairement. C'est aussi l'élément qui a la durée de vie la plus courte, mais c'est également l'élément qui a l'empreinte carbone la plus importante à la production et au recyclage. Donc inutile de dire que cette batterie lithium-ion, on travaille très très dur pour la supprimer. Et on y arrive, puisque le prochain modèle de vélo qui va sortir en 2022 n'utilise plus de batterie tampon, mais utilise des supercondensateurs. La même technologie que nous utilisons dans le groupe électrogène Trekkie. Il n'y a plus du tout de batterie. Et un supercondensateur, il a plein d'avantages par rapport à une batterie. Alors le premier, c'est qu'il n'utilise que de l'aluminium et du graphite. Donc il n'y a pas de métaux compliqués, entre guillemets, dans un supercondensateur. Pas de lithium, pas de cobalt, pas de nickel, pas de manganèse. Pas des choses un peu qui peuvent poser problématique à l'extraction. C'est de l'aluminium et du graphite. L'autre avantage du supercondensateur, ça va être sa longévité, qui est typiquement, se situe entre 500 000 et 1 million de cycles. Donc, c'est des longévités extrêmement grandes. Une batterie, c'est 1000 cycles de charge-décharge. Là, on parle d'1 million de cycles. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur en termes de longévité. Et ça, on est très très satisfait de remplacer cette batterie par une autre technologie, par des supercondensateurs dans le prochain modèle de vélo. C'est un aboutissement technologique parce que ça demande de penser le système complètement différemment. Ça fonctionne différemment qu'une batterie, un supercondensateur. Et donc il y a pas mal d'innovations dans ces architectures systèmes que nous allons proposer à partir de 2022, mais que nous proposons d'ores et déjà sur le groupe électrogène Trekkie. Donc la batterie lithium, on l'élimine, plus de lithium, plus de cobalt, plus de manganèse, on veut plus de tout ça dans nos systèmes. Et puis il reste la pile à combustible. Et alors là, c'est vraiment intéressant, parce que je vais vous en démonter une pour voir ce que l'on peut récupérer en fait dans une pile à combustible. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans une pile à combustible et ce que l'on peut physiquement récupérer en fin de vie. Donc une pile à combustible, nous nos piles aujourd'hui sur des vélos, elles sont validées pour 2000 heures de durée de vie. 2000 heures, ça correspond en moyenne à un usager fait
Un usager moyen, un vélo, il fait 2400 km par an, ce qui correspond peu ou prou à 130 heures de vélo, 140 heures de vélo par an. Donc vous voyez que quand on est déjà à 2000 heures de longévité, eh bien la pile à combustible a une longévité qui est de l'ordre de 13-14 ans, ce qui est déjà pas mal, mais le but est d'aller encore plus loin que ça. Alors, on va voir ce qu'on peut récupérer là-dedans, et puis ensuite je vais parler d'économie circulaire. Je vais démonter la pile à combustible devant vous. C'est un modèle assez ancien de Pragma Industries, donc fort heureusement je ne trahirai pas de secret technologique en la démontant et en vous montrant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, une pile à combustible, elle est composée de plusieurs éléments de base. Les premiers éléments que vous voyez, en fait, ce sont ce qu'on appelle les plaques de compression, qui sont deux plaques terminales qui ne participent généralement qu'à un effort de maintien en compression des différentes couches de la cellule. Ces composants, là, vous en voyez, ils sont en fibre de carbone, ils peuvent être en acier, ils peuvent être en aluminium ou d'autres alliages. Généralement, ces composants ne vieillissent pas et en fin de vie, ils peuvent être utilisés tels quels, si tant est qu'on a bien géré l'obsolescence technique de ces composants. Donc j'enlève cette plaque de compression. Voilà. Donc ce composant-là, je vais pouvoir le réutiliser dans une autre pile à combustible sans rien changer. Ensuite, on a un collecteur électrique. Donc c'est la borne terminale de la pile à combustible. Ce collecteur, voilà, on voit le cuivre doré. Également, ce composant-là peut être réutilisé tel quel dans une pile à combustible. Il n'a pas besoin d'être broyé pour être réutilisé. On peut le reprendre et le monter dans une autre pile. Il ne vieillit pas s'il est bien protégé. Et là encore, si on a bien géré l'obsolescence technologique. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les plaques bipolaires. Donc les plaques bipolaires, ce sont des éléments pour nous dans nos conceptions qui sont en graphite. Il existe plusieurs types de plaques bipolaires. On appelle ça plaque bipolaire parce que vous voyez, on voit différentes cellules dans cette pile à combustible. Et les plaques en graphite, elles ont un côté plus et un côté moins. Elles ont deux pôles, d'où le terme bipolaire. Et bon, il existe des plaques en métal. L'automobile utilise beaucoup de plaques métalliques. Nous, on utilise des plaques en graphite pour différentes raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Donc si je démonte la première, voilà, on voit une cellule. Et finalement, cette cellule, elle est répliquée N fois dans la pile à combustible. On peut en mettre 10, 12, 15, 20, 120. Voilà, c'est l'élément de base de la pile à combustible. Et cette cellule, le nombre de cellules dans un stack, dans une pile, va déterminer la tension électrique de fonctionnement de cette pile. Et puis la surface active des électrodes va déterminer le courant de la pile à combustible. Plus il y a de surface d'électrode, plus il y a de courant électrique. Et chaque cellule fournit une tension qui varie entre 0,6 et 1 volt. Donc plus on en met, on additionne les tensions et on peut avoir comme ça 24 volts, 100 volts. Il n'y a pas trop de limite. Alors qu'est-ce qu'on voit précisément dans ces éléments-là quand je les ai démontés? On va sortir les petits éléments et garder les principaux. Alors là, on voit par exemple un joint. Voilà, si j'arrive à le décoller. Voilà. Hop. Là, ça c'est un joint périphérique. Différents matériaux, ça peut être du silicone par exemple, ou différents types de caoutchouc. Généralement, ça se recycle bien, c'est une matière assez noble à recycler. On va fondre et on va réutiliser ça. Maintenant, c'est un composant qui n'a pas de valeur ajoutée. On ne va pas le réutiliser tel quel dans une nouvelle pile à combustible parce qu'un joint il vieillit et donc on va le remplacer. Ce sont des joints qui ont un rôle essentiel dans l'étanchéité de l'hydrogène de la pile à combustible. Donc on ne s'amusera pas à prendre un joint usagé et à le remettre dans une pile à combustible. On le remplacera par un neuf. Et après, ce matériau-là, il peut être fondu et réutilisé. Et si c'est du silicone, par exemple, on refait du silicone neuf à partir du vieux. Ensuite, je vais séparer la plaque en graphite de l'électrode, enfin de l'ensemble membrane électrode, et je vais vous montrer comment c'est fait. Alors, il va falloir que je décolle parce qu'il y a des petites pastilles autocollantes. Je vais essayer de le faire proprement.
Voilà. Donc la plaque en graphite, première chose, elle vieillit finalement très peu. Le graphite ne s'abîme pas plus que ça pendant la durée de vie de la pile à combustible. Et donc, ce composant-là, on peut le réutiliser tel quel dans une nouvelle pile à combustible. Et c'est d'autant mieux. Plus on réutilise de composants tels qu'ils sont, sans les changer, eh bien meilleur on est en termes d'empreinte carbone, parce qu'on ne dépense pas d'énergie en procédés, par exemple procédé de broyage ou procédé de fonderie, pour refaire de la matière neuve. On va juste prendre le composant et le remettre en stock pour une pile neuve. Donc c'est beaucoup moins énergivore, comme vous le comprenez, beaucoup plus simple et beaucoup plus avantageux aussi du point de vue économique. Donc le composant en graphite peut être réutilisé tel quel. Ensuite, on a une petite cale, en l'occurrence dans cette géométrie-là. Donc ça, c'est un plastique, c'est le même plastique que celui qu'on utilise pour faire des barquettes alimentaires. De même, comme pour les joints, on ne va pas réutiliser une cale déjà usagée dans une nouvelle pile. On va remplacer cet élément-là. Mais ça, c'est du plastique et ça peut se recycler comme du plastique. Et ensuite, on a l'ensemble membrane-électrode. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs choses qu'on peut récupérer là-dedans, et c'est absolument essentiel. C'est le composant qui a la plus forte valeur ajoutée dans la pile à combustible. C'est là où se passe la réaction entre l'oxygène et l'hydrogène. Et c'est notamment le composant qui contient le catalyseur, qui est du platine. Alors je vais vous le démonter pour que vous puissiez voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors la première couche, celle-là, c'est ce qu'on appelle une couche de diffusion gazeuse. C'est un feutre en graphite, en fibre de carbone. Ce feutre-là, il est utilisé pour collecter le courant électrique à la surface de l'électrode et diffuser les gaz réactants, hydrogène et oxygène, de manière homogène sur toute la surface de l'électrode. On ne va pas le réutiliser tel quel parce que pendant la durée de vie de la pile à combustible, il s'est écrasé. Or, on a besoin de certaines qualités dimensionnelles, notamment en termes d'épaisseur, et il finit par se tasser un petit peu. Donc ça, on va le broyer, récupérer les fibres et refaire un mélange, et éventuellement refaire un tissu ou un feutre comme celui-ci avec ce matériau-là. Il y a la couche de diffusion gazeuse, il y en a une sur chaque électrode de chaque côté de l'ensemble. Donc je défais les deux. Voilà la deuxième couche de diffusion gazeuse. Et maintenant, je me retrouve avec trois couches. L'électrolyte, qui est un film polymère, que l'on ne voit pas parce qu'il est caché sous les électrodes. Les électrodes, elles sont noires, comme vous les voyez. L'électrode, c'est un mélange de noir de carbone, c'est-à-dire de la poudre de carbone, et de platine. Donc le platine, le métal, tout ça est ramené à l'échelle nanométrique sous la forme d'une poudre qui est collée ou imprimée sur le film électrolytique, qui lui est un polymère très fin, quelques dizaines de microns d'épaisseur, un petit peu comme du film cellophane. Mais il a une particularité, c'est qu'il ne laisse passer que les ions hydrogène. C'est-à-dire que d'un côté, si j'amène de l'hydrogène gazeux, qui est composé de deux atomes d'hydrogène, eh bien il ne peut pas passer à travers. La seule façon qu'il a de passer à travers, c'est de se séparer de ces électrons au contact du catalyseur. Les électrons vont faire le tour par le circuit électrique. En fait, le circuit électrique, il est là. Hein. C'est la plaque bipolaire qui est... Les électrons passent à travers, ça c'est conducteur électriquement, et ça passe à travers et ça va à la cellule d'à côté. Et les ions H+, puisque les atomes ont perdu leurs électrons, donc ça fait des ions H+, qui eux peuvent passer à travers l'électrolyte. C'est la grande particularité de ce film-là pour les piles que l'on dit PEMFC ou piles basse température. Eh bien, l'électrolyte ne laisse passer que des ions H+, qui vont traverser. Et de l'autre côté, eh bien, on va amener de l'oxygène, on va récupérer les ions H+, qui ont traversé la membrane, et on va récupérer des électrons qui viennent de la cellule adjacente, en fait. Les électrons, ils viennent à travers le graphite de la cellule précédente, et on récupère tout ça, et au contact du catalyseur sur cette face-là, qui est la cathode, eh bien, on va faire H2O, on va combiner l'oxygène et l'hydrogène, et faire de l'eau. Et cette réaction d'oxydoréduction a un potentiel électrique qui est théoriquement de 1,23 volts. Ça, c'est la théorie électrochimique. Et puis, en pratique, dans une cellule, on va fonctionner entre 0,6 et 0,8 volts, typiquement. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Parce que là, il y a de la valeur ajoutée économique, mais aussi environnementale. Il y a du platine qu'il a fallu extraire de terre. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que le platine, ça vaut cher. Ça vaut à peu près... ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le cours du platine, mais on doit être à 35 € le gramme.
donc ça vaut cher. Sachez qu'il y en a déjà dans vos voitures, si vous avez une voiture avec un pot catalytique, il y a plusieurs grammes de platine dans le pot catalytique, et c'est pour ça que parfois, malheureusement, les pots catalytiques se font voler à cause de la matière première qui est dedans. Platine, ruthénium, palladium, tous ces matériaux ont une grande valeur. Et nous, il y en a là-dedans. Alors, il y en a quelques milligrammes, c'est très peu. Néanmoins, ça vaut le coup de les récupérer. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est disponible en quantité limitée, hein, comme n'importe quelle autre ressource minière. Il a été extrait. Pour l'extraire, on a émis du CO2. Hein. Il a fallu des engins d'excavation et du raffinage de ces matériaux. Donc, tout ça a émis du CO2. Et donc, ça vaut le coup de récupérer ce platine en fin de vie de la pile à combustible. Mais il n'y a pas que ça. Le noir, c'est du noir de carbone. On peut le récupérer aussi. Ça a eu peu de valeur économique, mais néanmoins, dans un procédé, si on peut le récupérer, autant le faire. Et puis il y a le plastique, il y a le polymère qui sert d'électrolyte. Et lui, c'est un polymère qui vaut relativement cher au mètre carré. Et là aussi, ça vaut le coup de le récupérer. Alors on a un avantage, c'est que ceci est composé d'un polymère, d'un plastique, de noir de carbone et de platine qui est un métal. Donc ce sont trois matériaux très différents et du coup ils sont assez faciles à séparer. Vous voyez, la problématique dans une batterie au lithium, c'est que vous avez plusieurs métaux. Vous avez dans les batteries de type NMC par exemple, vous avez du lithium, du nickel, du cobalt et du manganèse. Dans les batteries LFPO, vous avez du lithium, du fer, du phosphate. Et c'est compliqué de séparer plusieurs métaux parce qu'il faut passer par des procédés métallurgiques très spécifiques et énergivores. Il faut faire fondre tout ça et on va essayer en fonction des matériaux, des métaux, de les séparer. Alors par gravité, il y a différentes méthodes. Néanmoins, c'est très difficile de tout récupérer et parce que c'est très difficile de les séparer proprement. C'est le grand défi du recyclage des batteries au lithium, c'est d'arriver à tout récupérer. Pour l'instant, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à tout récupérer, tout ce qu'il y a dedans. Et les procédés sont longs et coûteux. Donc la filière de recyclage des batteries au lithium n'est pas rentable aujourd'hui. Alors nous, on a l'avantage que finalement, il y a très peu de matériaux à recycler. Hein. Tout ça, c'est tout léger, c'est quelques milligrammes de matière. Mais ce sont des matériaux très différents les uns des autres. Et donc, on va pouvoir fondre et puis récupérer tout ça, les séparer un peu plus facilement. À partir de là, parlons d'économie circulaire. Si, comme je vous le disais, donc on essaie d'être meilleur sur tous les aspects, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on utilise au départ, la longévité des composants, et puis la quantité de matière qu'on récupère à la fin. Alors l'avantage, c'est qu'on récupère quasiment tout, en fait. Le seul matériau qu'on ne récupère pas, qu'est-ce qu'on ne va pas récupérer, en fait. Il y a un peu de platine qu'on ne va pas récupérer, parce qu'il s'est oxydé dans la durée de vie de la pile à combustible. Donc on a fait de l'oxyde de platine, et en fait il s'en va. Il part de la pile à combustible avec l'air qui est soufflé dedans. Donc celui-là, forcément, il est perdu, il est parti dans la nature. Alors rassurez-vous, c'est pas du tout polluant, mais évidemment, il est parti il est parti dans la nature, donc on ne va pas le récupérer. On va perdre, sur la durée de vie de la pile à combustible, on va perdre entre 5 et 10% du platine, qui ne sera donc plus présent dans la pile et donc pas récupérable. À partir de là, techniquement, on peut tout récupérer. Donc ce qui compte, c'est finalement l'obsolescence technologique. Par exemple, je prends la cellule d'après, dans la pile à combustible. Hop là, voilà. Je la démonte un peu brutalement. Un peu trop brutalement peut-être. Ouais, voilà. Donc on a une plaque en graphite qui a une certaine forme. Cette plaque bipolaire, elle est aménagée avec des canaux pour faire circuler l'air, pour faire circuler l'hydrogène. Il est possible que nous progressions techniquement et qu'on se rende compte que finalement cette forme, ce n'était pas la forme idéale pour la pile, pour avoir les meilleures performances. Donc on change de forme. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on se retrouve avec un composant où la forme n'est pas idéale. Et on le sait, puisqu'on a amélioré le composant. Donc est-ce qu'on le réutilise tel quel ou pas? Et c'est là où ça devient très intéressant et où il faut avoir une stratégie qui soit fine. Alors d'une part, il faut essayer de bien concevoir les composants, bien concevoir l'électronique, de manière à pouvoir les réemployer tels quels. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est d'avoir plusieurs marchés. C'est une solution sur laquelle nous travaillons, puisque, vous le savez, on a le marché du vélo électrique et puis le marché du groupe électrogène aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas les mêmes besoins en termes de performance. Un vélo, il demande une pile beaucoup plus performante qu'un groupe électrogène.
Pourquoi? Parce que sur un vélo, la place disponible n'est pas énorme finalement, c'est très contraint en termes de place, donc il faut une pile très très compacte, et au final, si on arrive à améliorer cette compacité, par exemple, d'une année sur l'autre, d'avoir une pile plus petite ou plus légère, eh bien c'est un gros avantage pour le vélo. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, si on veut garder toujours les mêmes composants d'une année sur l'autre, eh bien on ne fait pas bénéficier l'application de l'innovation technologique et du gain de performance. Donc c'est intéressant d'avoir plusieurs segments de marché, parce que, par exemple, un groupe électrogène, eh bien on se fiche un peu de la taille de la pile à combustible. À 100 grammes près, à 200 grammes près ou à 300 grammes près, peu importe. La notion de compacité du groupe électrogène, elle est moins prégnante que sur un vélo. Donc il y a une stratégie qui consiste à dire, finalement, ma pile à combustible, j'ai une nouvelle version pour mon nouveau vélo, donc je ne vais pas utiliser les anciennes piles à combustible, parce que je vais faire bénéficier le vélo de la nouvelle pile qui est plus performante, mais par contre, il y a un autre marché. Et ce marché, c'est le groupe électrogène. Alors ça peut être le groupe électrogène en plus sur des marchés ultra compétitifs, parce que la pile a déjà vieilli, elle a déjà passé 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans sur un vélo. Donc c'est une pile de seconde main. Mais en tant qu'industriel, moi je dois pouvoir dire, oui, elle a fonctionné pendant tant d'heures, donc je sais que ma pile à combustible, elle a encore tant d'heures, peut-être 500, 1000, 2000 heures de durée de vie. Et donc je vais faire un nouveau produit avec cette pile à combustible, mais quand même garantir le produit pendant un certain nombre de mois ou d'années de fonctionnement. Avantageusement, c'est que ça permet de capter de nouveaux marchés qui sont plus bas coût. Par exemple, on a la problématique, on a eu beaucoup de sollicitations du Bangladesh ou de certains pays africains qui sont soumis à des catastrophes climatiques. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos technologies sont trop chères pour ces marchés-là qui sont vraiment à très bas coût. Par contre, demain, si je suis capable d'utiliser une pile à combustible qui a déjà été amortie économiquement sur un vélo, eh bien, je dis, la pile à combustible, elle a été déjà payée finalement, elle a déjà été financée par la première application, donc je peux la réutiliser dans un groupe électrogène que du coup, je vais pouvoir commercialiser à un prix beaucoup plus abordable pour des marchés secondaires. Donc c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir plusieurs applications comme ça qui n'ont pas les mêmes besoins et pas les mêmes contraintes techniques. Ça permet, de maintenir les systèmes et les piles en durée de vie commerciale active, donc de continuer à les utiliser encore et encore. Ça permet de capter de nouveaux marchés qui sont plus compétitifs grâce à des technologies utilisées, et donc ça permet globalement d'avoir une empreinte carbone qui est bien meilleure. Et à la fin, effectivement, on démonte la pile. Si par exemple ça c'est fichu et il faut aller le broyer et le recycler pour récupérer les matériaux, on peut quand même récupérer ça, et voilà, sur des marchés secondaires et tertiaires, etc. Donc il y a une vraie stratégie de complémentarité de produits à avoir en pensant combien de temps on va être capable d'utiliser la pile à combustible qui est là. Voilà. Typiquement, cette pile à combustible de vélo, je vais l'utiliser, mettons, pendant 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un vélo avant qu'elle soit obsolète et qu'on lui amène une nouvelle pile plus performante. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire après? Est-ce que je vais la mettre à la poubelle? Non, parce que si elle a fonctionné pendant 5 ans sur un vélo, elle est qu'à la moitié de sa vie, en fait. Donc l'idée, c'est de dire, mais j'ai d'autres produits, d'autres projets où cette pile va pouvoir être intégrée et continuer sa vie commerciale. C'est ça l'économie circulaire. Et alors, tout ça a des contraintes, mais ça offre aussi des possibilités assez intéressantes. Donc la principale contrainte de ce type d'économie circulaire, c'est qu'il ne faut pas vendre le vélo, il ne faut pas vendre l'objet. C'est le modèle simple. Alors j'ai du noir de carbone sur les doigts, je suis désolé, en manipulant ces matériaux-là, on se salit un peu les doigts. Enfin, c'est pas très grave, c'est juste pas très joli. Et donc, je disais, si je vends le vélo, malheureusement, en vendant le vélo, j'ai transmis la notion de responsabilité de fin de vie. Je ne suis plus responsable de la fin de vie de l'objet, j'ai transmis cette responsabilité à l'acheteur. Et c'est à lui de dire, quand dans 7 ans, il voudra changer de vélo, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il l'amène à la déchetterie? Est-ce qu'il le ramène chez Pragma Industries ou pas? Mais ça sort du giron de l'entreprise et ce n'est plus sous notre responsabilité. Donc la première chose à faire déjà, c'est être dans un modèle locatif longue durée. Quand on travaille sur les projets, ici notamment à Biarritz, pilote, de faire de la location longue durée de vélo, c'est ça. C'est de dire, on va proposer un modèle locatif à des usagers, et on va leur dire, voilà,
le vélo ou n'importe quel autre produit d'ailleurs, hein, ça pourrait être autre chose, eh bien vous payez une mensualité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la durée du contrat. Et cette mensualité correspond à l'amortissement économique de l'objet pendant la durée où vous allez l'utiliser, plus notre marge. Donc vous ne payez pas l'intégralité de l'objet, parce que vous payez juste sa durée d'utilisation ramenée à sa durée de vie totale. Vous allez payer sa fraction, la fraction de durée de vie que vous allez utiliser, plus évidemment les services associés et puis la marge de l'entreprise. Ça permet de récupérer les objets en fin de cycle de location. Et là, on a des choix. Par exemple, le réservoir, on peut le remettre tel quel dans un vélo. Cet objet-là peut aller tel quel dans un vélo. Maintenant, je vous l'ai dit, le prochain vélo, il n'y a plus de batterie lithium. Donc, ce système sera finalement obsolète techniquement. Donc, le but, c'est de récupérer l'électronique, récupérer la pile à combustible et la réutiliser dans une autre application, couplée non plus avec une batterie lithium, mais avec des supercondensateurs ou autre chose. Donc, reconfigurer le système pour être utilisé commercialement ailleurs. Et si la pile est en fin de vie, eh bien là, on peut dire, alors je démonte ma pile à combustible, je la décompose, et là, qu'est-ce que je peux récupérer ou pas? Il y a des matériaux qu'il va falloir passer dans un procédé pour récupérer la matière première, pour pouvoir la réutiliser. Et puis, il y a des composants que je vais pouvoir réutiliser tels quels. Donc, toute l'intelligence, elle est là-dedans, c'est-à-dire penser cette économie circulaire dès le départ, au moment où on pense les produits. Et évidemment, tout ça n'est possible qu'avec un certain modèle économique, qui est le modèle locatif. Et alors, juste une ouverture vers une sorte de vision vers l'avenir. Donc vous comprenez que l'intérêt, c'est d'utiliser moins de matières, moins de métaux notamment, d'utiliser ces matières le plus longtemps possible, et puis, une fois qu'elles ont fini leur vie, de savoir les réutiliser en récupérant les matériaux seulement, et puis voilà, remettre les matériaux dans un cycle de fabrication. Et on essaie d'être bon là-dessus. Mais aujourd'hui, on peut pousser la logique encore plus loin. Par exemple, ce composant utilise du platine. Bon, moi, mon objectif, c'est de réemployer le platine. Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas trouver un modèle économique où le minier qui a creusé la terre pour sortir le platine, plutôt que de le vendre et en sortir toujours plus, ne soit pas dans un modèle locatif lui-même? À partir du moment où je vais voir quelqu'un qui a creusé du platine, qui a creusé la terre pour obtenir du platine, je lui dis je t'achète mon platine et moi je vais le réutiliser. Bon, finalement, si j'en réutilise beaucoup, je suis un mauvais client en fait pour le minier, parce que je ne vais pas lui en acheter énormément. Donc on peut tout à fait imaginer un minier qui dise attends, moi j'ai creusé la terre, j'ai mon stock de platine, je ne vais pas te le vendre, je vais te le louer. Je vais louer du gramme de platine si tant est qu'on ait les bons procédés de récupération. C'est très intéressant, je pense que c'est tout à fait faisable à terme et que ça va dans le bon sens. À partir du moment où on arrive à convaincre quelqu'un qui est un minier, qui creuse la terre pour obtenir des matières premières, qu'il vaut mieux qu'il loue sa matière plutôt que d'aller creuser, parce que creuser ça coûte cher. Creuser c'est soumis à des normes environnementales très strictes et ça coûte cher. Donc si le modèle locatif de ce qu'il a creusé est financièrement pour lui plus intéressant, eh bien c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour le minier, c'est intéressant pour nous, parce qu'on va pouvoir louer la matière première, c'est économiquement pertinent, et puis c'est très intéressant pour l'environnement, parce qu'à partir de là, effectivement, on a besoin de moins creuser, et on utilise plus ce que l'on a déjà. Ce qui est le fondement de cette économie d'économie circulaire. Voilà, j'ai été un petit peu long, c'était un peu détaillé, c'était peut-être fouillis-fouillat, excusez-moi si ça partait dans tous les sens, mais ça vous explique notre philosophie, pourquoi on a des produits en propre. On pourrait se contenter d'être équipementier chez Prime Industries. On pourrait se contenter de faire ça et de le vendre à un fabricant de vélo, par exemple. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais on essaie de mettre en place de nouveaux modèles économiques et c'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir nos propres vélos, d'avoir nos propres groupes électrogènes, parce que ces modèles économiques, il faut les valider, ils sont assez longs à mettre en place et à construire. Il y a beaucoup de choses à ajuster. Et c'est plus facile à faire quand ce sont nos propres applications que quand ce sont des applications de clients tiers, voyez-vous. Donc, ceci explique cela. Nos produits en propre, ils nous servent à construire notre modèle économique, celui que l'on pense durable et pertinent pour tout le monde. Et ce modèle économique, après, on espère le transmettre à d'autres clients
en nous positionnant comme équipementier, en ne fournissant que cette brique-là, mais en construisant avec nos clients ce même modèle en le répliquant sur d'autres applications. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.